Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce colloque DES sur les enseignements de SCAPE en Swiss Cancer Patient Experiences que Chantal Arditi va présenter aujourd'hui. Je vous présente brièvement Chantal Arditi qui a un doctorat en sciences de la vie de l'Université de Lausanne ainsi qu'un master préalablement en études de santé de l'Université de Waterloo au Canada et tout premièrement un master en sociologie de l'Université de Genève. Elle est donc, j'ai été responsable de recherche au sein du département épidémiologie et sciences de santé. Et ces activités s'articulent autour de la valorisation de la voix des patients dans l'évaluation et l'amélioration des interventions de soins, notamment dans le domaine de l'oncologie. Et elle est particulièrement intéressée aux mesures telles que rapportées par les patients, qui est une mesure de qualité des soins, et ce qui permet de mettre en lumière les processus de ce qui va bien ou ce qui va moins bien, et du coup de mieux adapter les interventions d'amélioration de la qualité des soins. Elle est la première à avoir mis en évidence ou conduit une étude multicentrique sur les expériences de soins des patients oncologiques, donc l'étude SCAPE, elle a commencé à petite échelle, premièrement SCAPE 1, SCAPE 2, à plus grande échelle, et finalement pour aboutir à SCAPE Suisse, dans un projet qui a été financé par la Commission fédérale de la qualité. Ouais, je laisse la parole à Chantal. Bonjour à tous, bonjour aux personnes en ligne, j'espère que vous m'entendez bien. Donc en effet, aujourd'hui, je vais vous présenter tout le travail qu'on a fait autour de SCAPE depuis 7 ans. Donc, le cancer, ça nous affecte tous. Ça peut vous affecter vous personnellement, ça pourra peut-être vous affecter ou alors un ami ou un proche. Ça a un impact sur votre santé physique avec, par exemple, des douleurs, mais aussi votre santé mentale avec, par exemple, des symptômes d'anxiété. Mais ça a aussi un impact plus large. Donc, ça peut avoir un impact sur votre vie familiale, votre vie professionnelle, sur votre vie sociale également, sur vos habitudes de vie, vos activités. Et puis, finalement, ça peut aussi avoir un impact financier sur votre vie. Donc, avec le diagnostic de cancer, vous commencez votre parcours de soins. Vous allez commencer par des examens diagnostiques et ensuite, avec l'annonce du diagnostic et les différentes décisions de traitement qui sont les plus appropriées pour vous, pour votre cancer, qui prennent aussi en considération votre vie de manière générale. Ensuite, vous allez probablement passer par la chirurgie, de la radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, sur des ordres définis par les médecins, avec un retour à la maison et ensuite un suivi sur le long terme, après la fin des traitements de cancer. En Suisse, vous espérez qu'avec ce diagnostic, vous allez recevoir les meilleurs soins possibles. Pour ce qui est de votre taux de survie, de votre chance de survie, alors vous êtes bien placé en Suisse, vous avez parmi les meilleures chances de guérir de votre cancer, mais est-ce que les soins répondent vraiment à tous vos besoins tout au long de ce parcours de soins? C'est cette question centrale qu'on a essayé de répondre avec les enquêtes SCAPE. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Eh bien, on va aller mesurer ce qu'on appelle les expériences de soins. Ça vient du terme anglais Patient Reported Experiences of Care Measures, ils sont abréviés PREMS. Donc, ces expériences, ça désigne l'ensemble des interactions que les personnes et leurs proches ont avec les systèmes de santé. C'est des perceptions, des ressentis qu'ils ont quand ils voient le médecin, les infirmiers, ou quand ils reçoivent des soins, par exemple. Ça comprend notamment les informations sur, par exemple, avez-vous reçu des informations écrites sur le diagnostic? Est-ce que vous avez compris les informations que vous avez reçues sur le traitement et ses effets secondaires? Est-ce que vous avez été traité avec respect et empathie? Ces expériences se distinguent en fait du vécu de la maladie. On parle du vécu de la maladie, c'est la façon dont vous ressentez les symptômes du cancer, par exemple la douleur ou les autres symptômes physiques ou votre qualité de vie. Ça, c'est ce qu'on appelle PROMS, Patient Reported Outcome Measures, donc sur la maladie, comment vous vous sentez. Les PREM, c'est sur l'interaction, ce que vous vivez avec les systèmes de soins. Et on distingue aussi les PREMS de ce qu'on appelait la satisfaction des soins, où la satisfaction, on évalue en fait si les attentes que vous aviez ont été atteintes. Le problème avec la satisfaction, c'est pas forcément que si vous êtes satisfait, ça ne veut pas forcément dire que vous avez reçu des soins de bonne qualité. Donc, avec ces expériences de soins, on va évaluer si ce qui devrait se passer dans les établissements de soins
et avec les professionnels de santé se produit réellement et à quelle fréquence, avec des critères assez objectifs. Et comment on définit ces critères? Eh bien, on va définir ce qu'on appelle les soins centrés sur les patients ou les soins qui répondent aux besoins des patients, des soins qui sont en partenariat avec vous. Il existe plusieurs cadres théoriques sur ce que devraient être ces soins. En anglais, on parle de patient-centered care ou person-centered care, ou alors encore responsiveness of care. Et un des cadres théoriques les plus utilisés dans le domaine, c'est le cadre de Piquer, qui définit 8 éléments essentiels de ce que sont des bons soins, des soins de qualité qui répondent aux besoins des personnes et des proches. Donc, ils ont défini que c'est d'abord un accès rapide aux soins dont vous avez besoin. Ce sont des traitements qui sont efficaces, qui sont dispensés par des professionnels en qui vous avez confiance. Ce sont des soins qui sont en continuité et les transitions aux différents établissements, aux différents prestataires se passent bien. C'est aussi des soins où la famille et les proches sont impliqués selon les besoins des patients, les préférences des patients. C'est aussi également très important tous les aspects par rapport à l'information, la communication que vous avez avec les professionnels de santé pour que ce soit clair et le soutien que vous recevez des professionnels pour vous aider dans votre autogestion. Donc, comment vivre au quotidien avec votre maladie, comment vous renforcer dans ce partenariat des soins. On parle aussi de soins dont vous êtes impliqué dans les décisions de traitement et on respecte aussi vos préférences et votre contexte de vie. Ce sont aussi des soins qui offrent un soutien émotionnel et qui sont dispensés avec empathie et respect. Et finalement, la 8e dimension, c'est également une attention aux besoins physiques, hein, typiquement pour tout ce qui est de soulager la douleur, et l'attention à l'environnement, par exemple de votre chambre d'hôpital. Une chambre sans fenêtre n'est peut-être pas très propice à un rétablissement versus une chambre plus aérée avec la vue sur les arbres. Donc, c'est ces 8 éléments, c'est ce qu'on va essayer d'évaluer dans ces enquêtes qui vont évaluer les expériences de soins. Donc, comme je vous ai dit, c'est généralement des enquêtes qui sont utilisées pour mesurer ces expériences. Typiquement, un questionnaire avec plusieurs questions. Là, vous avez une version papier, mais maintenant aussi, c'est en ligne. On utilise RedCap pour que les personnes répondent en ligne sur leur smartphone ou sur ordinateur. Vous avez ici un exemple de question. Que pensez-vous de la manière dont vous a annoncé que vous aviez un cancer? Si ça a été effectué avec tact, s'il aurait dû être effectué avec un peu plus de tact ou alors avec beaucoup de tact. Et ensuite, à la fin du questionnaire, typiquement, vous avez des sections ici pour les commentaires libres, où on va vous demander si vous avez autre chose que vous avez apprécié des soins que vous avez reçus, donc des commentaires plutôt positifs, mais également qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui s'est pas bien passé. Et les patients ont donc cette possibilité de aussi dire avec leurs propres mots ce qu'ils ont vécu durant leurs soins. Pourquoi est-ce important de mesurer ces expériences de soins? Eh bien, aujourd'hui, c'est reconnu que c'est un des piliers de la qualité des soins. Ces expériences de soins avec la même importance que l'efficacité clinique, par exemple dans le domaine du cancer, par exemple le taux de survie à 5 ans, ou de la sécurité des soins. Il y a beaucoup d'études qui ont montré également qu'une meilleure expérience de soins était liée à une meilleure adhérence au traitement, à des meilleurs résultats cliniques même, et à moins d'événements indésirables qui sont vécus par ces personnes qui ont des bonnes expériences de soins. Et donc, on cherche à améliorer ces expériences de soins au maximum pour les patients et leurs proches. Et donc, voici un petit peu le schéma typique de ce processus de mesurer les expériences de soins. Donc, on va aller identifier ce qui fonctionne bien et moins bien pour informer les initiatives d'amélioration des soins. Donc, ici, on a le patient qui complète le questionnaire. Ensuite, les données sont analysées avec éventuellement des indicateurs qui sont développés sur ces expériences. Ensuite, on les donne aux professionnels qui vont identifier quels sont les gaps et sur quoi se concentrer pour améliorer les soins qui sont prodigués à la personne et à ses proches pour ensuite recommencer le cycle. Ça permet également de comparer différents prestataires de santé et aussi de pouvoir informer, ce que j'ai mis consommateurs, consommatrices, mais donc le public et les patients
sur ces résultats et voir qu'est-ce qui est important pour eux, s'ils peuvent aller regarder par exemple en ligne, voir les résultats d'un hôpital, voir si c'est un hôpital où ils voudraient suivre leur traitement. Et dernièrement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux expériences des personnes atteintes de cancer spécifiquement? Il y a plusieurs raisons pour cela. D'abord, je crois que vous savez tous, hein, donc on a un nombre croissant de nouveaux diagnostics de cancer, mais surtout un nombre croissant de personnes survivantes au cancer avec l'amélioration de l'espérance de vie et des traitements qui sont offerts aux personnes. Il y a de multiples besoins de ces personnes atteintes de cancer et de leurs proches. Ce sont souvent une prise en charge assez complexe sur une longue durée. Vous voyez différents spécialistes. Et surtout, à l'époque, 2017, on n'avait pas encore de données sur ces expériences de soins en oncologie en Suisse. On avait deux exemples internationaux avec une enquête en Angleterre par le NHS qui s'appelle National Cancer Patient Experience Survey, qui a été démarrée en 2010. Donc, ça fait bientôt 15 ans que chaque année, ils font cette enquête auprès de tous les patients hospitalisés pour un cancer dans les hôpitaux du NHS. On a aussi l'exemple aux États-Unis avec les enquêtes CAPS, avec une enquête spécifique aussi pour les soins oncologiques. Et eux, ils ont commencé à mettre en place cette enquête en 2010 et puis finalement, elle a été déployée à large échelle en 2016. Donc, on voit ces deux pays et d'autres encore, on ne peut pas parler aujourd'hui, qui ont lancé ces enquêtes spécifiques. Et c'est ce qui a donné l'impulsion pour le lancement de la première enquête SCAPE en 2018. On a pu bénéficier d'un soutien de la recherche suisse contre le cancer. À l'époque, c'était Isabelle Lapillay avec Manuela Eicher de l'IFRS, de l'Institut universel de formation de recherche en soins, qui était co-PI, et avec moi, la principale collaboratrice, qui a lancé donc cette enquête dans 4 hôpitaux du côté suisse romand de la Suisse. Donc, c'était l'IHUG, le CHUV, l'hôpital fribourgeois et l'hôpital du Valais. Et donc, on a distribué ce questionnaire et on a reçu plus de 3000 réponses avec un taux de réponse de 44%. Une autre particularité de cette première enquête déjà, c'est qu'on a eu la chance d'avoir Christine Bienvenue comme patiente partenaire de la recherche. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Alors, c'est ce qu'on appelle l'implication des patients et du public dans la recherche, IPP en français, PPI en anglais. Donc, on va aller demander aux patients, comme consultants ou comme pour collaborer ou comme, pour coproduire certains aspects de la recherche. Donc, pour nous, Christine a notamment aidé à la traduction du questionnaire qu'on a utilisé pour SCAPE, qui venait en fait, on a utilisé le questionnaire anglais du NHS. Elle nous a aussi aidé pour le pré-test du questionnaire. Elle a également participé à la rédaction et la relecture du matériel d'enquête. Hein, typiquement, là, par exemple, avec la commission d'éthique, on est obligé de donner l'information sur l'étude en cours. Donc, elle nous a aidé à faire à ce que cette information ne soit pas trop scientifique et facilement compréhensible par la population et les patients. Elle a également été une personne de contact quand on a invité les personnes à répondre au questionnaire avec son adresse email, et elle a reçu des demandes de part des patients qui avaient des questions, des inquiétudes. Elle a également participé à la dissémination des résultats, que ce soit tout public avec, je vais vous montrer tout à l'heure, un livret, la coproduction de ce livret pour les patients. Et puis aussi, elle est assez impliquée sur les réseaux sociaux, donc elle a parlé des résultats sur les réseaux sociaux. Elle a également été auteure de 2 articles qu'on a écrits suite à cette enquête SCAPE 1. Donc, je ne peux pas vous parler de tous les résultats de l'enquête, mais j'ai pris quelques résultats pour chacune de ces phases du parcours de soins. Donc, pour les examens diagnostiques, les expériences étaient plutôt très positives, avec peu d'attentes selon les patients. Et on a ce commentaire libre à la fin qui disait « Ils se sont chargés de me trouver des rendez-vous rapidement et j'étais prise en charge dans un délai très court et un service impeccable. » On a ensuite la phase d'annonce de la maladie et des décisions de traitement. Et là, j'ai mis en orange parce que c'est là où les expériences sont un peu moins bonnes et on a un potentiel d'amélioration. Par exemple, 51% des personnes interrogées ne savaient pas qu'ils pouvaient venir accompagner lors du rendez-vous de l'annonce du cancer. Et on sait que c'est important que ces personnes soient accompagnées dans ce moment quand même assez terrible du début de l'annonce de la maladie.
On a ensuite, pour tout ce qui est soins hospitaliers, c'était des expériences très positives dans la majorité des questions qui étaient dans cette section sur les soins hospitaliers, avec par exemple 91% des répondants qui disent qu'ils ont été traités avec respect et dignité. On a ensuite, par rapport au traitement et aux symptômes, de nouveau des expériences moins bonnes, surtout pour le soutien pour faire face à ces symptômes. Et on a ce commentaire qui illustre ce point qui dit « J'ai reçu très peu de conseils pratiques pour la gestion des effets secondaires des traitements. Il y avait très peu d'ouverture et de possibilités d'exprimer des émotions. » On a également le moment du retour à domicile, avec aussi des expériences qui peuvent être améliorées, avec, par exemple, près de la moitié des répondants qui disaient qu'ils n'avaient pas reçu assez de soutien des services de santé et des services sociaux après la fin des traitements. Et finalement, dans la phase de suivi et de soutien plus global, on a pas mal de problèmes qui sont énoncés dans les commentaires libres, mais aussi dans les questions fermées avec des personnes qui disent ne pas avoir vécu des expériences positives par rapport à ce soutien. Et ici, on a un exemple du soutien social. J'ai perdu mon emploi à cause du cancer, je ne savais pas quoi faire ou chercher de l'aide. C'était très difficile à gérer pour moi, en plus du cancer lui-même. Donc, avec ces résultats, on les a communiqués aux hôpitaux participants et également aux patients qui ont participé à l'enquête et qui ont dit qu'ils souhaitaient recevoir des résultats. Donc, avec la patiente partenaire, Christine Bienvenue, on a créé cette brochure. J'ai un exemple ici, hein, voilà, spécifique pour chaque hôpital. Et à la dernière page, on avait l'annonce, les résultats étaient transmis à l'hôpital et avec ce que l'hôpital allait mettre en place suite à l'enquête. On a, par exemple, ici, c'était pour le CHUV. Donc, ils allaient, par exemple, modifier les informations transmises aux patients en spécifiant que la personne pouvait venir accompagner si elle le souhaitait, lorsqu'un résultat ou un traitement allait être discuté. Une autre intervention mise en place, c'était la réactivation de l'évaluation systématique des difficultés des patients grâce au thermomètre de difficulté. Ça permet de détecter s'il y a des personnes qui ont des difficultés ou des problèmes et ça permet de discuter avec l'infirmière qui peut ensuite les conseiller, les référer à d'autres personnes. On a également conduit des analyses multivariées sur les résultats SCAPE, donc de voir différents liens entre les expériences et le type de cancer. On a trouvé que les variations des expériences n'étaient pas systématiques. Pour certains cancers, il y avait certaines expériences qui étaient bonnes, alors que pour d'autres, c'était d'autres expériences. Vous voyez ici, par exemple, pour les cancers hématologiques, les expériences étaient spécialement plus négatives par rapport à la communication du diagnostic et la difficulté de comprendre quel type de cancer ils avaient. Pour le cancer colorectal, on avait des expériences assez négatives par rapport au soutien face aux effets indésirables des différents traitements que les personnes prenaient. Et par contre, on a pu relever que pour le cancer du sein, les expériences étaient plus positives que les autres cancers pour tout ce qui était offre de soutien. Une des explications pour ce résultat, c'est que dans les 4 hôpitaux qui ont participé à l'enquête, ils avaient chacun un centre de cancer qui est en effet une prise en charge globale des patients. Donc, ça peut expliquer cette évaluation plus positive des offres de soutien spécifiques au cancer du sein. On a aussi regardé quels étaient les déterminants sociodémographiques et liés à la santé qui étaient associés à une moins bonne évaluation globale et à de moins bonnes expériences spécifiques de soins. Et on a trouvé 7 déterminants: faible littératie de santé, précarité financière, une mauvaise santé évaluée, mais également le fait d'être une femme, de ne pas avoir la nationalité suisse, d'avoir recours aux médecines complémentaires et de préférer prendre seule les décisions médicales. Et pour ces 3 premiers facteurs, c'était les facteurs qui revenaient le plus souvent pour les expériences spécifiques au niveau des différents parcours de soins. Et donc, ça permet de conclure que pour les hôpitaux, ça vaudrait la peine de prêter une attention particulière voire des interventions plus ciblées pour mieux répondre aux besoins spécifiques des personnes avec ces caractéristiques et améliorer pour ces personnes leurs expériences de soins. Une autre chose que je voulais vous parler, c'était les enseignements qu'on a eu des commentaires libres qui étaient écrits à la fin du questionnaire.
Donc, dans la première enquête, il y a à peu près au moins un tiers des personnes qui ont écrit des commentaires à la fin. Des fois, ça peut être quelques lignes, avoir des pages. On a reçu des pages tapées à l'ordinateur, imprimées, qui nous racontaient tout ce que la personne avait vécu de ses soins. Donc, les patients sont plutôt preneurs de partager avec nous ce qu'ils ont vécu durant leurs soins. Et on a fait une analyse textuelle de ces commentaires avec un programme qui s'appelle Iramutech, qui permet de classifier les textes et les mots qui sont souvent ensemble. Et ça permet de dégager ici 5 thématiques que vous voyez ici sur l'écran. Donc, trajectoire des soins et trajectoire des soins spécifiques au sein. Donc, c'est tous les commentaires assez précis sur le parcours diagnostique et médical de la personne avec des informations exactement ce qu'elle a eu comme traitement. On voit la tumeur, mammographie, exactement biopsie. Voilà, c'était les aspects plutôt médicaux de leur parcours personnel à eux. Ensuite, on a la thématique de gratitude et d'éloge. Donc, c'est les personnes qui remercient les équipes soignantes, les médecins, les hôpitaux. Vous voyez ici, en gros, les mots qui ressortent le plus souvent dans ces commentaires. Et ces commentaires, c'est très utile aussi quand on donne les résultats aux établissements de soins, de montrer aussi la reconnaissance des patients pour les soins qu'ils ont reçus. Ensuite, ici, il y avait une thématique sur les soins et traitements qui étaient plutôt négatifs, donc plutôt des problèmes liés à la prise en charge médicale. Et finalement, une dernière thématique qu'on a intitulée « Cancer et moi », c'était des commentaires plus personnels sur l'impact du cancer sur la vie des patients. Donc, comment ça leur a impacté eux. Et si vous vous souvenez, avant, je parlais de PREMS et PROMS, là, le vécu de la maladie, c'était un domaine, c'était voilà comment eux ils vivent la maladie, eux. Donc c'était que ça complémentait les aspects des expériences de soins. Et on a fait une deuxième analyse sur cette thématique cancer et moi, parce qu'il y avait beaucoup de commentaires dessus, pour voir exactement de quoi les gens parlaient dans ces commentaires. Et on voit ici que les gens parlaient des répercussions du cancer sur leur vie, au niveau professionnel, social, etc., de la solitude qu'ils éprouvaient au début du diagnostic, la compréhension et de l'acceptation de ce diagnostic de cancer, et puis aussi une thématique sur le choc initial avec ce diagnostic. Et puis finalement, également des commentaires sur ce qui est au niveau de l'information et de communication qu'ils ont eu avec des médecins ou des infirmiers plus spécifiques. Donc, suite à cette première enquête, donc dans les 4 hôpitaux de Suisse romande, on a pu de nouveau bénéficier d'un second financement de la recherche suisse contre le cancer, qui a été complété aussi par un financement de l'ISREC pour payer le salaire de Vladimir Joly, donc qui a pu faire des analyses et exploiter les données qu'on a collectées, et puis un mini soutien de Roche pour faire ce livret pour les patients. Et donc là, l'équipe, on était les mêmes, avec moi comme PI cette fois, et puis on a Adrienne, ceux qui la connaissent, j'ai aussi participé comme stagiaire à la mise en place de cette enquête. Et puis, pour les patients partenaires, on a eu une deuxième patiente partenaire, Ursula Gansblättler, qui a rejoint l'équipe de recherche. Parce que comme vous voyez ici dans l'image de la Suisse, on a pu étendre l'enquête à 4 hôpitaux en Suisse allemande. Donc, on a les 4 mêmes hôpitaux de Suisse romande qui ont participé, plus l'hôpital universitaire de Zurich, l'hôpital cantonal de Zug et de Lucerne et l'hôpital cantonal des Grisons à Coire. Et là, on a pu de nouveau avoir plus de 3000 personnes qui ont répondu au questionnaire avec un taux de réponse un peu meilleur à 49%. Donc, de nouveau, je ne peux pas vous parler de tous les résultats, mais de nouveau, quelques petites bribes de résultats par rapport à ces différents moments du parcours de soins. Comme je vous ai dit, de nouveau, les examens diagnostiques, des bonnes expériences avec 87% des personnes qui répondent qu'ils avaient toutes les informations dont ils avaient besoin avant l'examen diagnostique. On a de nouveau le moment de l'annonce de la maladie et des décisions de traitement et des expériences moins négatives avec, par exemple, 43% qui disaient qu'ils n'avaient pas reçu d'informations écrites sur le diagnostic, ce qui est pourtant très important parce que souvent, dès qu'on entend le mot cancer, on n'écoute plus tellement. Donc, c'est pour ça que c'est important de donner des informations écrites sur le diagnostic. On a de nouveau des expériences positives sur les soins hospitaliers, avec aussi, par exemple, pas mal de commentaires positifs et une évaluation positive de la consultation infirmière et des infirmiers,
avec ce commentaire qui disait « Chaque infirmière qui m'a reçue en oncologie faisait un maximum pour mon bien-être et mes soins. » On a traitement et symptômes, de nouveau, des lacunes par rapport à recevoir des conseils pratiques pour gérer les effets indésirables de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Et là, près de la moitié qui n'ont pas assez reçu de conseils pratiques pour gérer les effets à long terme de ces traitements, qui n'arrivent pas tout de suite, mais qui peuvent survenir plus tard. De nouveau, le retour à domicile, avec ce commentaire qui dit « À aucun moment, les spécialistes traitants ont posé des questions sur ma situation privée ou professionnelle. » Donc là, on voit pas du tout de respect des préférences et de regarder le cadre contextuel de la personne, son retour à domicile, par exemple. Et puis, au niveau du suivi, du soutien, pas mal de commentaires de patients qui se disent, en fait, lâchés dans la nature, comme dit cette personne, à l'annonce de la guérison du cancer, qui a été très brutale, parce qu'on est suivi beaucoup durant la phase de traitement, puis tout d'un coup, plus rien. Et ça, c'est difficile pour un certain nombre de patients qui me font des commentaires là-dessus. Donc, de nouveau, on a pu faire cette brochure pour des résultats pour les patients, donc cette fois en français et en allemand. De nouveau, avec les 2 patients partenaires, donc Ursula qui nous a aidés pour la version en allemand de cette brochure. Et puis, comme je vous ai dit, avec le soutien de Roche pour payer les patients partenaires. Quelques autres enseignements des analyses multivariées de SCAPE, c'est ce que Vladimir Joulidon a pu faire. Donc, il est allé s'intéresser aux iniquités dans les soins oncologiques, d'aller voir un peu plus près ce qui se passe pour les personnes avec un revenu économique plus faible. Et donc, il retrouve ce que j'ai trouvé dans la première enquête, qu'il y avait des expériences plus négatives pour ces personnes, en particulier pour l'implication dans les décisions, la prise en compte de leur situation dans les décisions de traitement et le soutien proposé pour les symptômes. Il a aussi regardé le niveau de littératie avec les personnes qui ont un niveau faible, de littératie en santé, qui ont aussi des expériences plus négatives pour tout ce qui est par rapport à l'information et la communication. C'est-à-dire que les professionnels de santé n'ont pas réussi à bien faire, ou alors la personne en tout cas n'a pas compris tout ce qui est annonce de diagnostic, etc. L'implication aussi dans les décisions pour ces personnes, prise en compte de la situation, et puis le soutien proposé pour les symptômes et le soutien émotionnel. Vous avez ici dans l'écran de l'article, et puis avec des recommandations de nouveau à la fin de l'article sur qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Donc, il y a plusieurs solutions qui existent. On peut adapter les soins aux patients en situation de vulnérabilité avec des informations plus claires qui sont adaptées à leur niveau de compréhension et un accompagnement renforcé. On peut aussi intégrer des coordinateurs de soins et des infirmières spécialisées pour améliorer ces aspects de coordination et de communication, et aussi simplifier l'organisation des soins et réduire les inégalités structurelles. Il faut savoir que c'est très compliqué là en Suisse. Vladimir a aussi regardé en fait ce qu'on appelle les drivers de l'évaluation globale. Alors on va regarder les expériences spécifiques qui sont associées à l'évaluation globale des soins, en fait, pour voir qu'est-ce qui détermine en fait cette évaluation globale. Et il a trouvé 7 expériences spécifiques qui sont importantes pour l'évaluation globale des soins. Et donc, ça reflète en fait ce qui est important probablement pour les patients. Donc, c'est une bonne collaboration entre les professionnels, pas de répétition inutile des examens, un soutien proposé pour les symptômes, très important, l'organisation du soutien à domicile, la proposition d'un soutien émotionnel pour les personnes qui en ont besoin, une bonne explication des différentes options de traitement, en parlant également des effets secondaires associés à chaque option de traitement et l'implication dans les décisions de traitement. Et suite à ça, eh bien, on peut faire la recommandation que c'est important de concentrer les efforts sur la coordination, la communication et les soins de support aux patients pour améliorer l'évaluation globale des soins. On peut, par exemple, mettre en place des parcours de soins intégrés, renforcer la collaboration interprofessionnelle, favoriser une communication efficace entre patients et professionnels, favoriser aussi la prise de décision partagée avec, dans cette optique de partenariat dans les soins. Et puis, finalement, beaucoup d'améliorer les soins de support pour répondre aux besoins physiques et émotionnels des patients pour faire face aux effets secondaires. L'enquête SCAPE 2 a été produite en
2021, donc encore Covid. Donc, on avait quelques questions sur l'impact du Covid sur les expériences de soins spécifiquement. Et on a pu constater qu'il y avait davantage de perturbations qui étaient dans les régions francophones par rapport aux régions germanophones. Ici, on a par exemple le pourcentage de répondants qui ont signalé un retard ou une annulation de soins, avec 12% dans le côté francophone et 8% dans le côté germanophone. Il y avait aussi des questions par rapport aux mesures mises en place à l'hôpital. Donc, beaucoup ont dit que ça les a rassurés, mais ça a aussi contribué à leur isolement, avec des remarques sur le fait 6 semaines sans aucune visite ont été extrêmement difficiles pour moi. Les appels en visio ne remplacent absolument pas la présence réelle des personnes qui vous tiennent la main et vous soutiennent. Et en conclusion, on a aussi demandé ce qu'ils pensaient des soins, s'ils avaient été traités de la même façon ou pas, et on constate qu'il y a globalement peu d'impact sur les patients sur les soins oncologiques. Vous voyez là, ces régions francophones et germanophones, on voit que 90% pensaient que la cancer était soigné de la même façon durant la période Covid, que la prise en charge du cancer, elle n'est pas passée au second plan par rapport à la prise en charge du Covid. Pour ce qui est de l'impact sur la recherche contre le cancer versus la recherche contre le Covid, on voit en Suisse allemande, pas trop d'impact. Du côté suisse romand, alors ils sont quand même 2 tiers à dire qu'il n'y avait pas d'impact, mais donc 1 tiers qui disait qu'ils avaient quand même l'impression que ça avait eu un impact sur la recherche et que ça avait pris un peu de retard. On a également regardé spécifiquement la toxicité financière sur Scale 2. Et c'est Elisa qui est là aujourd'hui, qui a fait des analyses et qui allait voir un peu plus ce qui se passe par rapport à ces sacrifices financiers qui sont associés au cancer. Donc, on avait quelques questions par rapport à ça dans le questionnaire et on a presque 30% qui rapportent avoir fait un sacrifice financier. Et parmi ces personnes, un bon tiers qui disent qu'ils n'avaient pas reçu d'informations sur ces aides alors qu'ils auraient souhaité, ils en auraient eu besoin. On a aussi presque 1/4 qui rapportent avoir eu peur de perdre leur emploi ou leur revenu. Et elle a aussi regardé les commentaires libres qui parlaient de ces répercussions financières. Et on voit les répercussions, beaucoup de commentaires sur les répercussions de cancer sur la vie professionnelle, avec ce commentaire qui dit « Suite au traitement, j'ai souffert pendant longtemps d'une fatigue chronique. En fin de compte, j'ai dû diminuer mon travail à 50% et rentailler de 50%, ce qui a représenté une énorme diminution de mes revenus. » Une deuxième thématique qu'elle a trouvée, c'était tout ce qui était trait aux assurances et cancers, des démarches administratives épuisantes, avec ce commentaire qui dit « Un point qui est très pénible, c'est de devoir courir constamment après des papiers administratifs. Entre les assurances, l'AI, l'assurance de l'employeur lui-même, les hôpitaux, les médecins, c'est épuisant. Et quand un cas semble terminé, un autre commence, etc. C'est sans fin. » Aussi des commentaires liés aux coûts qui ne sont pas pris en charge par l'assurance, par la LAME. Et finalement, des commentaires par rapport au manque de soutien d'informations reçues par rapport à l'aspect financier du cancer, que ce soit des médecins, des infirmiers ou des services sociaux. Et avec cette personne qui dit « L'annonce de mon cancer a mis mon cerveau en mode guerrière, il y a beaucoup d'informations reçues oralement qui ont été perdues. Il faudrait transmettre ces informations sur papier. » J'arrive maintenant à la 3e et dernière enquête en date qui a été lancée en 2023. Alors, cette fois-ci, avec le soutien de la Commission fédérale pour la qualité jusqu'à la moitié du budget. Donc, l'autre moitié a été couverte par les hôpitaux participants. Et vous voyez ici, au total, on avait 23 hôpitaux qui ont participé à cette 3e enquête, avec des hôpitaux en Suisse romande, en Suisse allemande, un hôpital au Tessin, avec des cliniques privées également. Vous voyez, par exemple, au Gennevilliers, Beaulieu, ou alors encore la Lindenhof, hôpital du côté suisse allemand. On a tous les hôpitaux universitaires, les 5 hôpitaux universitaires également qui ont participé. Et on voit ici, on a eu près de 8000 répondants à cette enquête, avec un taux de réponse quasiment à 50%. Donc, vu que l'enquête s'est agrandie, on a aussi également agrandi notre équipe avec Sylvane et Valérie qui ont pu m'aider ou soutenir dans le déploiement de cette enquête.
avec Sylvain qui s'occupait des hôpitaux suisses allemands et Valérie des côtés des hôpitaux suisses romans. Et puis, l'ajout d'un troisième patient partenaire, Aldo Fiscalini, qui parlait bien, qui est tessinois en fait, qui parle bien italien. Donc, on a les trois langues principales en Suisse qui étaient représentées dans ces patients partenaires. Donc, de nouveau, quelques résultats clés de cette dernière enquête. De nouveau, examen diagnostic plutôt bon. 92% ont trouvé que l'attente était adéquate. Donc, on n'a pas d'attente en Suisse pour faire ces examens diagnostiques. L'annonce de la maladie et les décisions de traitement, avec 43% qui disent qu'ils n'ont pas reçu d'informations sur les effets indésirables qui peuvent survenir plus tard. Donc, quand on choisit le traitement, on compare les traitements, qui est une information importante à avoir au moment de décider du traitement. Pour les soins hospitaliers, des commentaires positifs, avec par exemple prise en charge par des professionnels avec beaucoup de respect et d'empathie. De nouveau, des commentaires positifs des consultations infirmières sur des infirmières qui sont très gentilles et compétentes, toujours disponibles pour donner des conseils sur place ou par téléphone. Problématique des traitements et des symptômes, avec cette personne qui dit « Je me suis sentie seule et délaissée lorsque des effets secondaires plus importants que nausées et fatigue se sont déclarés. Elle n'a pas trouvé le soutien dont elle avait besoin pour faire face à ça. » Avec le retour à domicile également, ici avec un tiers qui ont trouvé que le personnel de l'hôpital n'avait pas donné des informations nécessaires aux proches, comment aider la personne à la maison. Et ce commentaire qui dit « Je suis rentrée à la maison seule, sans aide à domicile. Cet élément ne m'a pas été proposé, j'ai touché le fond. » Et finalement, au niveau du suivi, du soutien, près de la moitié qui disent, on l'a vu tout à l'heure, qu'ils n'ont pas reçu d'informations sur les aides financières ou les autres prestations auxquelles ils pourraient avoir droit. Donc, c'est au niveau de l'information qu'ils n'ont pas reçu d'infos. Pour ces résultats, cette fois-ci, on a créé des dashboards qu'on a distribués aux hôpitaux, parce que voilà, on ne parle plus de 4-8 hôpitaux, mais là, on avait 23 hôpitaux, donc 23 rapports à donner aux établissements. Donc, on a créé un premier dashboard sur Power BI avec Figen, qui a fait ces rapports où, après, c'est très facile, on choisit les filtres par hôpital et ça nous produit ces rapports en français, en allemand, en italien, toujours, hein, vu que c'est une enquête nationale maintenant. Donc, de manière rapide, pour envoyer ces résultats aux hôpitaux avec l'utilisation de couleurs pour voir qu'est-ce qui va bien, où ça va bien, pas bien, orange, et puis rouge, quelque chose qui est en dessous de 60%, donc quelque chose qu'on peut améliorer. Ensuite, on voulait mettre ces dashboards en ligne, et donc, surprise, Ochuv bloque l'accès de Power BI en ligne, donc on ne pouvait plus utiliser Power BI. Alors, on a dû se rabattre sur Tableau, qui est un autre outil pour faire ces dashboards et dont Unisanté, en fait, a une licence pour pouvoir ensuite publier sur le site Internet. Et donc, vous pouvez aller consulter ces résultats en ligne avec ici différents filtres en choisissant l'hôpital pour ceux qui ont accepté d'être identifiables. Pas tous les hôpitaux ont accepté, donc vous ne pouvez pas voir chaque hôpital, mais ceux qui ont accepté, vous pouvez voir les résultats spécifiques de l'hôpital. Et ensuite, quelques autres filtres par rapport sexe et genre. On avait les lieux, si c'est Suisse allemande, Suisse romande ou Tessin, et puis le type de cancer et l'âge. Et on a, pour ceux qui reconnaissent Peter Stanitz de Unisanté, en fait, ils utilisent cet outil à la finance Unisanté, c'est lui qui s'est exercé sur mes données pour mettre en place ce dashboard. Voilà. On a de nouveau fait une infographie pour les patients. Cette fois-ci, juste 2 pages, recto verso, qui est disponible en ligne, que Valérie, en fait, a fait avec les 3 patients partenaires. Donc, d'aller sélectionner les résultats clés importants pour les patients. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais là, on voit bien, donc, on a des thumbs up et thumbs down. Donc, ce qui va bien et ce qui va moins bien avec, quand même, pour les patients, eux, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va pas bien et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans les soins. Donc, l'accent sur, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les soins répondent mieux aux besoins des patients. On a également eu un petit mandat pour HOPOS, qui est l'organisation faîtière des organisations de patients dans le domaine de l'hémato-oncologie en Suisse. Et donc, on allait voir spécifiquement en oncohématologie comment étaient ces expériences de soins. Donc,
Les séquences étaient globalement très positives, avec un bon accès rapide aux examens diagnostiques, les soins hospitaliers ambulatoires. Également, on a fait une analyse des commentaires libres avec voilà, qu'est-ce qui était mis comme positif, les compétences et aptitudes émotionnelles des infirmiers, des médecins, les soins médicaux, le suivi et l'excellence des soins qui est donnée par les patients. On a présenté ces résultats à le congrès suisse d'oncohématologie l'année dernière. Et voilà aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est amélioré spécifiquement pour les patients en oncohématologie. On voit l'information sur les effets indésirables qui peuvent survenir plus tard, le soutien pour faire face aux symptômes sur le long terme, spécifiquement dans les maladies oncohématologiques qui durent longtemps. Des informations toujours sur les aides financières également disponibles. Et puis par rapport aux commentaires négatifs, on a pu identifier 5 classes avec des problèmes de communication entre hôpitaux et entre établissements de soins, donc pas avec leurs patients, mais entre eux, des problèmes de continuité des soins entre aussi les différents hôpitaux, certains temps d'attente et de retard, alors pas pour les examens diagnostiques, mais pour d'autres prises en charge. Comme on a dit tout à l'heure, l'impact financier du cancer et les problèmes d'information à trouver. J'arrive maintenant à la suite de SCAPE. Donc, on a terminé cette 3e enquête. Pour l'instant, pas de financement pour une nouvelle enquête au niveau national. On a eu un petit mandat supplémentaire de la Commission fédérale pour la qualité pour élaborer des recommandations spécifiques qui visent à améliorer la qualité des soins oncologiques en Suisse et identifier les priorités. Et pour cela, on va faire des stakeholder dialogues, un du côté francophone, un du côté germanophone, avec les parties prenantes et avec le soutien de Interface qui va nous aider pour définir ces priorités, pour ensuite faire une communication plus large de ce qu'il faut faire pour ces soins oncologiques en Suisse. On a aussi prévu de rédiger, de publier différents articles. Il y a Valérie qui travaille sur un article sur l'utilisation du CEPHIR, qui est un cadre théorique pour évaluer l'implémentation de la recherche. Donc, on a utilisé ce cadre pour évaluer l'implémentation du questionnaire SCAPE. Je suis aussi en contact avec l'ISPM à Berne qui ont un projet sur la Preventable Psychological Harm, donc les harms psychologiques chez les patients, d'utiliser aussi nos commentaires libres que j'ai pu échanger avec eux dans le domaine du cancer. Et puis, un autre projet qui sera fait avec des personnes de l'hôpital de la Tour par rapport aux différences liées au genre sur les expériences de soins en Suisse. Quelques slides encore qui restent sur en fait, concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Donc, avec ces données, est-ce que ça a donné une action? Donc, on a donné, comme je vous ai dit, les résultats aux différents établissements participants et il y a certains qui ont lancé des démarches d'amélioration ciblées. Je vous ai montré dans le premier livret, par exemple, le thermomètre des difficultés, de changer la lettre d'invitation pour dire que la personne peut venir accompagner. Mais on a surtout un projet qui a été lancé au CHUV avec l'EHL, donc la Haute École hôtelière de Lausanne, pour améliorer l'hospitalité qui est offerte aux personnes atteintes de cancer au CHUV. Donc, on était une super équipe de personnes du CHUV, de l'EHL, Isabelle Morin et une patiente partenaire également, pour développer le programme qu'on a appelé Hospitality We Care. Et donc, c'est une application, en fait, smartphone avec Hospital at Home du CHUV, avec un espace pour donner des feedbacks, s'informer sur ses besoins et avoir facilement l'accès à toutes les informations qui pourraient intéresser les personnes, le type de cancer, le parcours de soins, la présentation de l'équipe soignante, les différentes offres de soutien qui existent au CHUV, les différentes procédures administratives. Il y a aussi un kit papier qui était à disposition des patients, donc avec les mêmes informations pour ceux qui n'utilisent pas, qui aiment moins les applications des téléphones. Et ils ont aussi mis en place, c'est très intéressant, une visite interprofessionnelle du parcours de soins des patients. Parce que les professionnels disent souvent, en fait, je m'envoie à la radiothérapie, mais je suis jamais allée voir ce qui se passe à la radiothérapie. Donc, par petits groupes, ils passent par tous les différents points de contact du parcours de soins pour aller découvrir ce qui se passe pour les patients. Avec des programmes de mentorat et des présentations des différentes professions qui s'articulent autour des cancers.
À savoir que ce programme, il a d'abord été piloté dans 2 centres de cancer qui étaient déjà organisés dans une prise en charge globale des patients. Et puis finalement, aussi d'intégrer une formation à l'accueil pour les collaborateurs et collaboratrices avec justement l'équipe de l'EHM. J'arrive bientôt à la fin, 2 dernières slides sur voilà, les enjeux et les perspectives de ces enquêtes. Pour moi, ce qui est important, ce que je ressors, c'est que ça a montré la faisabilité et la pertinence de pouvoir recueillir cette expérience des patients à large échelle au niveau de la Suisse et de manière centralisée. C'est très important ce point centralisé parce qu'on utilise le même outil avec une même méthodologie qui permet qu'on peut ensuite comparer les résultats. Et c'est ce que les hôpitaux ont relevé, que c'était très intéressant de voir ce que d'autres hôpitaux ont comme résultat pour aussi apprendre des autres hôpitaux. Donc, lui, il a une meilleure expérience pour ce point-là. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais les contacter, je vais voir et peut-être je vais essayer de faire des changements dans mon hôpital pour aussi améliorer ses expériences. Toutefois, il faut continuer de consolider cette culture de l'écoute des patients, donc au-delà de ces enquêtes ponctuelles et voir comment on peut pérenniser ces enquêtes. Ce qui était très important aussi pour nous avec Scape, donc je vous ai montré, c'est de promouvoir la transparence des résultats, d'envoyer aux patients les résultats, mais aussi de les mettre en ligne sur le site web de notre enquête, ce qui est en ligne avec les objectifs du Conseil fédéral, que vous devez tous connaître, je suppose, mais voilà, ils essaient vraiment de développer la culture de la qualité, de cette amélioration permanente des soins avec un système qui est centré sur les besoins des patients. On est en train d'avoir ce feedback qui fait partie du système de santé. Il s'agit aussi de renforcer l'usage des résultats à tous les niveaux, au niveau clinique, managérial et politique. Ces données sont indispensables pour faire une amélioration concrète, mais il faut une volonté au niveau des institutions, des hôpitaux et des ressources pour être vraiment exploitables et en faire quelque chose pour améliorer la qualité. Un autre aspect où je trouve qu'on pourrait encore améliorer les choses en Suisse, mais c'est, je pense, un peu encore utopique, c'est d'articuler les PREMS, ces expériences, avec les prompts, les résultats, les données qualitatives, les données cliniques pour aller mieux piloter toute l'amélioration de la qualité des soins. Certains pays, certaines initiatives existent dans d'autres pays. J'ai vu par exemple, aux États-Unis avec les registres de cancer, donc ils peuvent mettre tout ça ensemble, vraiment voir ce qui se passe pour améliorer ces soins en oncologie. Et finalement, par rapport à la place des patients dans la gouvernance de la qualité des soins, demain, dans les objectifs fédéraux du Conseil fédéral, le patient est aussi au centre. Et je trouve que Scape a joué un rôle clé dans la valorisation de la voix des patients, qui les a impliqués dans l'évaluation des soins, aussi dans la recherche par rapport à cette évaluation des soins, en recueillant leur retour et en les intégrant dans ces processus d'amélioration, on contribue à renforcer leur place et potentiellement leur influence au sein du système de santé. Et j'aime bien, on a reçu aussi quelques commentaires qui nous remercient, nous, pour faire cette enquête. Merci de donner la parole aux patients et de mettre les patients au cœur de la stratégie de soins. C'est une étude très importante. J'espère que les résultats pourront aider les patients à l'avenir. Merci beaucoup. Et voilà, la dernière slide de remerciements avec certaines personnes qui, de près ou de loin, ont travaillé sur ces différentes enquêtes Scape, avec aussi des auxiliaires, des civilistes qui ont participé à la saisie des données, des étudiants qui ont utilisé les données pour faire leur travail de master, pour les dashboards, etc. On a aussi une agence de com qui a fait le site web de notre enquête, Level Sharp Output Management, c'est Funke qui a fait le scannage des questionnaires papier qu'on a reçus. Les ateliers de réhabilitation, c'est les ateliers protégés à Suri, en fait, qui ont fait toute la mise sous pli des enquêtes pour nous. Les différents financeurs et finalement tous ces hôpitaux qui étaient partenaires et qui nous ont fait confiance pour ces enquêtes. Merci. Merci beaucoup, Chantal, pour cette super présentation sur le projet SCAPE qui montre bien l'utilité et la pertinence de ces mesures telles que reportées par les patients. On voit aussi comment ça a permis de passer au projet pilote en Suisse romande, à un projet pilote avec la Suisse allemande et un projet d'envergure nationale, et aussi les différentes ramifications, les différents sous-projets qui ont pu
se caler. Si ça n'a pas été pertinent et utile, personne n'aurait pas pu continuer. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions d'abord dans la salle et ou sur le web? Oui, Muriel. Monsieur Legault, oui, ce beau projet qui est une magnifique présentation. Quel est l'outil que j'ai utilisé pour mesurer la littératie en santé? Alors, comme tu sais, le questionnaire est très très long, donc on cherche toujours un outil le plus court possible et on a fait le choix de une question sur la littératie, en fait, de compréhension de la communication écrite, en fait, des documents. Et c'est, Elisa, tu te souviens, je t'ai donné la référence, enfin, c'est une mesure qui a été publiée. J'ai plus le nom tout seul. Voilà. Mais écoute, dans nos articles, j'ai la référence, elle est indiquée. Et puis, ma deuxième question, c'était le biais de participation. Donc, c'est vraiment, le taux de participation est très bon, en tout cas, pratiquement, on arrive à obtenir certaines enquêtes, c'est beaucoup plus haut. Est-ce qu'il y a quand même un biais de participation? Enfin, quelles sont les caractéristiques de cette méthode qui ne vont pas changer? Oui, alors c'est une très bonne question là sur les. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu sur les biais de participation. On n'a pas les listes des personnes à qui ça a été envoyé. En fait, je suis pas allée dans les détails de la méthode, mais donc nous on peut pas directement contacter les patients. Donc on passe par les hôpitaux qui ont les listes des patients et qui envoient. Donc on peut pas comparer les caractéristiques des patients qui répondent ou pas. On a comparé par rapport à les taux de couverture des cancers, si ça reflète, mais on connaît quand même la littérature, les biais principaux, donc les personnes en effet de langue maternelle étrangère qui répondent pas, les personnes de faible littératie de santé. Ce que j'ai regardé, c'est on envoie un rappel pour le questionnaire et c'est très important ce rappel parce j'ai comparé les gens qui ont répondu avant et après le rappel et après le rappel, on a des personnes avec justement des niveaux de littératie plus faibles, donc des gens qu'il faut aller titiller, qu'il faut aller encourager à participer et aussi des gens, en fait, l'expérience était aussi un peu moins bonne pour les gens suite au rappel. Donc, mais c'est tout ce que je peux dire par rapport à les autres biais, on ne peut pas évaluer. D'autres questions? Est-ce qu'en ligne, il y a des questions? Pertinent. C'est juste une question qui a la probabilité de pérennisation, donc on trouve une solution pour qu'elle puisse se reproduire peut-être tous les 2-3 ans. Quel est l'avis aussi des hôpitaux? Est-ce qu'ils sont prêts à réinvestir une petite somme? Parce que finalement, ils ne peuvent pas mettre beaucoup d'argent pour tout ce projet. Comparativement au reste, mais il faut quand même, il y a quand même un certain nombre de salaires qui sont payés. Ouais. Alors écoute, je ne peux pas te donner un chiffre sur la probabilité qu'on arrive à pérenniser l'enquête, mais on va en discuter aussi pendant qu'on fait ces stakeholder dialogue, de reparler, de recontacter ces hôpitaux, voir combien ils sont prêts à mettre pour refaire cette enquête. Alors, je pense pas que ce soit utile de faire toutes les années, parce que les hôpitaux n'ont pas le temps de mettre en place des interventions. Mais c'est vrai que tous les 3-4 ans, ça pourrait être utile. Donc, surtout que maintenant, ils ont, vous voyez, par exemple, le CHUV, les HUG et Fribourg, ils ont participé aux 3 enquêtes. Donc, ils ont aussi des données à 3 moments. Je propose aux hôpitaux leurs propres données, ils peuvent recevoir leurs propres données pour faire leurs analyses. Mais voilà, ça vient de la volonté des hôpitaux de participer, de voir combien ils peuvent donner. Parce qu'il faut savoir que, alors, la centralisation, ça permet quand même d'économiser sur les coûts, mais voilà, il faut avoir un peu de budget pour faire tourner l'équipe. Je rappelais la 3e année, donc Escape Suisse, ils ont financé à peu près combien, les hôpitaux? C'était à peu près 6 000. 6 000 donc c'était leur participation aux frais d'envoi, choses comme ça, mais ça inclut absolument pas les salaires des personnes qui ont travaillé. Enfin, 6 000 francs, c'était en dehors des frais d'envoi. Les frais d'envoi, ils les payaient eux. Et puis, les 6 000, c'était tous les rapports qu'on fait, les résultats. Et c'est vrai qu'alors, une façon de diminuer les coûts, c'est de passer en enquête entièrement en ligne. Mais je suis plutôt réfractaire parce qu'on va perdre beaucoup de personnes qui vont pas participer. Et ces personnes-là sont des personnes avec faible littératie de santé qui ont des mauvaises expériences. Donc, il faut trouver un bon équilibre. À savoir que là, pour la dernière enquête,
L'Université de Bâle l'a fait qu'en ligne. Mais il faut aussi savoir, c'est pas si simple de faire qu'en ligne. Il faut avoir les adresses email. Voilà, donc l'hôpital de Bâle a pu faire en ligne parce qu'ils ont déjà tout leur système et ils communiquent déjà avec les patients en ligne. Donc c'est ancré aussi pour les patients, donc ça a fonctionné. Les autres hôpitaux, on me dit qu'on peut toujours pas trouver les adresses email des patients, donc c'est pas si simple. Et quand on regarde ce qui se passe à l'international, ils gardent aussi le papier. Ce qu'on peut faire, c'est online first, donc d'abord faire une invitation en ligne et puis ensuite pour les non-répondants d'envoyer un questionnaire papier pour essayer d'atteindre plus de personnes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui avaient refusé de participer à l'Orchestre à cause des frais, les CNE voulaient en gros dire finalement? Alors, pas tout le monde a répondu à nos emails. Il y a une ou deux réponses de gens qui ne voyaient pas l'intérêt, mais très peu. La plupart des personnes étaient intéressées. Par rapport au coût, je regarde Valérie, est-ce qu'il y en a un ou deux qui ont... C'était trop cher et puis pas assez de ressources. Les cliniques privées. Les cliniques privées, parce qu'en fait, il faut aussi savoir qu'on a besoin d'une personne responsable dans chaque hôpital pour faire cette liste de patients. Et c'est pas si simple dans le domaine du cancer, parce qu'il faut pas envoyer aux personnes qui n'ont pas de diagnostic de cancer. Il y a toute la problématique des personnes décédées. Les hôpitaux ne sont pas toujours au courant que les personnes sont décédées. On veut éviter au maximum d'envoyer un questionnaire à des familles de personnes qui sont décédées. Donc, il faut aussi, sur place, avoir quelqu'un qui gère. On n'aurait pas ce problème si on avait accès à toutes les... Voilà, si on avait un système unique de patients comme en France, par exemple, ou dans d'autres pays. On a une chaîne, on enregistre, on donne des tumeurs, mais ils auront accès au statut décédé, non décédé. Donc, après, il y a la question... Bon, vous êtes aussi informé, il y a 2-3 mois de délai entre le dossier. Mais est-ce que vous donnez pas l'information non plus aux hôpitaux? Donc, on n'a pas les adresses des personnes, sur les questionnaires, il n'y a pas de nom, donc on va faire les liens, c'est les hôpitaux. Ouais. Ils devraient checker leur liste. Il y a le CHUV, je sais que le CHUV est en ligne directe, hein, donc ils font un contrôle automatiquement, le CHUV, certains hôpitaux le font. Mais pour la petite histoire, l'hôpital du Valais, la première enquête, comment ils font pour savoir si les personnes sont décédées? C'est les secrétaires regardent les journaux tous les jours, les avis de décès, pour voir. À l'époque, en 2018, ils n'avaient pas accès. Ah non, mais la Fribourg non plus, l'hôpital de Fribourg non plus. Donc il y avait et le CHUV commençait juste en 2018, on n'a pas pu utiliser parce qu'il n'y avait pas encore, c'était pas automatique. Parce qu'ils n'ont pas l'autorisation. C'était pas mis en place. Sur la liste des patients, c'était le médecin-chef qui avait son fichier Excel avec ses listes de patients. C'était pas complètement centralisé non plus. Voilà. Et à savoir aussi pour les listes de patients, savoir que 2 cliniques n'avaient pas de liste informatisée. Et c'était du papier, de demander au médecin de contrôler si la personne avait bien un cancer ou pas. Donc c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer, mais c'est long. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si ce n'est pas le cas, on avait avec 1 minute d'avance. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci.